football se joue sur le terrain et non dans les gradins, certes. Cependant, la rue, on a un coup d'œil aux aguets et pourrait prédire le résultat de quelques rencontres, surtout si la préparation laisse à désirer. C'est le cas de la prestation des Diables Rouges du Congo contre le Cameroun au championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Sur ce plateau, avec la même ferveur, je suis en compagnie de Luz Ernest Bakala. Bonjour Luz. Salut Polji. Vous allez bien? Très bien. Et Martin, vous, bonjour. Bonjour Polji. Hormis le football, nous allons aussi plancher sur le trophée continental que le Congo abrite au gymnase Nicole Auba à Brazzaville du 16 au 20 janvier 2023. Bonjour chers téléspectateurs et abonnés de la chaîne First Mediac. Soyez les bienvenus sur FM Sport. Les Diables Rouges du Congo ont été moins brillants lors de la prestation contre le Cameroun. Même si le score n'a pas été alourdi, 1-0. Que peut-on dire de la prestation des Diables Rouges du Congo, Luz Ernest? Il faut dire que les Diables Rouges ont peiné. Ils ont peiné, il n'y a qu'à voir. Les Camerounais ont été plus entreprenants que les Diables Rouges. Et ce qui est vrai, c'est que, le coach Elie Ngouya avait déjà prédit qu'il serait à la hauteur, c'est vrai. Mais là. En tout cas, les 1 but méritaient bien du côté du Cameroun parce que le Cameroun a été plus entreprenant que le Congo. Le Cameroun a été plus entreprenant que le Congo, mais le Cameroun aussi n'a pas donné ce jeu-là que l'on craignait vu leur préparation en Europe. Les Camerounais, d'abord d'entrée de jeu, ont voulu d'abord savoir qu'en était-il avec l'équipe congolaise. Donc il y a eu comme un avant-match où on a toujours dit les rounds. Donc je pense que les deux équipes avaient du pain sur la planche au regard de la rencontre parce que la rencontre a été d'abord musclée et une rencontre qui a laissé quand même beaucoup de poils surtout du côté congolais et puis du côté camerounais, je pense bien. Et les Congolais étaient moins brillants parce que ce qu'on a vu sur le terrain, on n'a pas reconnu, pas du tout, Martin Vaux, le jeu congolais. D'habitude, nous, on a un peu cette présence-là avec les noms qu'on a vu à citer précédemment, les Bingila et autres. Nul n'était pavé Ndila. Je ne sais pas comment on devait sortir de ce match. Mais disons qu'à l'émission précédente, j'avais déjà prédit la défaite des Diables Rouges. Parce qu'il fallait d'abord tenir compte du niveau de préparation, même si... aujourd'hui, on semble minimiser cela. Mais vous savez, pour ces genres de rencontres également, parce que vous avez dit que le Cameroun n'a pas aussi livré un jeu chatoyant, mais dans ces genres de rencontres coopérées, c'est d'abord l'enjeu qui tue le jeu. Il fallait la victoire absolument, parce qu'il ne faut pas rater le premier match. Vous êtes dans un groupe à 3 et qu'au terme des 3 matchs, il n'y a qu'un seul qui sera qualifié. Donc, il ne faut pas l'entrée en compétition. C'est ce que le Cameroun a fait. Avec cette grande et lourde préparation du Cameroun, le Congo devait être laminé. Qu'à cela ne tienne, le Congo s'en est quand même sorti avec un seul but à 0. Peu importe le nombre de buts pour lui, c'est d'abord une victoire acquise. C'est vrai, on s'attendait peut-être à des scores fleuves du genre 4 ou 5, mais les Congolais ont su résister jusqu'au coup de sifflet final. C'est un score étriqué, 1 but à 0. On peut peut-être pas les en vouloir. Vous savez, quand on revient un peu en arrière, vu les conditions de préparation et toutes les péripéties qui ont précédé notre départ pour l'Algérie, non, il y a de quoi dire que les jeunes ont mouillé le maillot malgré la défaite. Écoutez, quand on arrive dans ce genre de compétition, tout est permis, hein? Mais on ne voit pas d'abord le côté, c'est vrai qu'il y a le côté mental, mais c'est d'abord jouer et gagner. La première des choses, c'est aller pour gagner. Et le reste, ça peut se régler, parce que le côté mental, c'est quoi? On a un ministère qui est là pour ça. On a également des médecins qui sont là pour, même le coach lui-même. Ce qu'il a à dire aux joueurs détermine. La fois dernière, on l'a dit ici. Ce que le coach doit dire détermine la manière de jouer des joueurs sur le terrain. Et donc, c'est donc au coach qui devait parler sévèrement aux joueurs, savoir ce qu'il veut, pourquoi et comment. Et ici, le message était qu'il fallait gagner, à tout prix gagner. Parce que vous savez, il y a un éminent homme politique de ce pays qui disait « faut pas rater le début ». Et là, le Congo a raté le début. Et
qu'est-ce qu'il doit devenir après? C'est la grande question. Le Niger aura l'amabilité de marcher sur le Cameroun? C'est la question. Sinon, mais on est biaisé là, on doit rentrer au pays précipitamment, sans pourtant passer au deuxième tour. Alors qu'avant, nous avons été jusqu'en quart de finale, mais cette fois-ci, je pense que les quarts de finale nous diront au revoir. À en croire les observateurs, cette équipe fait partie un peu des piètres par rapport à les équipes précédentes, les éditions précédentes. On a vu là où on partait. Luis Ernest l'a dit au niveau des quarts de finale, mais cette fois-ci, le jeu que les Diables Rouges nous ont montré laisse à désirer. Et c'est le jeu de Lingoya, il l'avait même dit à sa conférence de presse. Ouais, mais il faut dire que ce serait, enfin, élimination, s'il peut arriver l'élimination, ça serait lourd de conséquences. Parce que le discours de Lingoya, effectivement, comme vous l'avez rappelé, il a dit au lendemain de la qualification des Diables Rouges que ce n'était pas son jeu. Donc, on croit que pour la campagne d'Algérie, il a imprimé sa marque. Est-ce que la prestation des Diables Rouges contre les Camerounais montre bien la marque de Lingoya? Là aussi, c'est autant de questions qu'on doit se poser. Autant de questions qu'on doit se poser, et c'est la marque de fabrique de Lingoya. Est-ce que vous satisfait de cette marque de fabrique? Lingoya a essayé un peu, on voit le milieu du terrain passoire, on n'arrive même pas à voir qui fait quoi dans cette équipe. Ce qui est vrai, je vous le dis, je dis aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que ici, en sport, on ne triche pas. En sport, on ne triche pas. Vous pouvez tricher dans d'autres domaines, mais au sport, vraiment, quand vous arrivez, on ne triche pas. Ça se montre là à l'œil nu. Et là, par exemple, on a décrié la préparation congolaise. On a décrié les moyens qu'on a remis au Congo. Bien que certainement que le staff technique n'a pas voulu peut-être dévoiler cela, mais nous avons su que l'équipe congolaise s'est mal préparée. Et ils allaient à une compétition de grande envergure. Je ne me vois pas une équipe qui va à une compétition de grande envergure se préparer de la sorte qu'ils ont fait sur place à Brazzaville. Donc, ça se voyait déjà, ça se voyait à l'œil nu. Sauf qu'on masquait cela, et nous étions comme dans les nuages, parce que quand on voulait le dire, certainement que d'autres pouvaient le prendre d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est que la vérité, et voilà que la vérité est là, palpant, qu'on peut toucher du doigt. C'est autant dire qu'on ne peut pas porter à la croix sur la Lingoya. C'est une responsabilité partagée. L'équipe ne s'est pas bien préparée, nous le savons, mais le coach aujourd'hui aussi de plus en plus justifie, par exemple, l'échec d'une équipe par le fait qu'il n'a pas trouvé des joueurs qui s'adaptent ou qui correspondent à ses choix tactiques et techniques. Voulez-vous dire actuellement qu'il n'y a pas un bon joueur qui peut sortir du lot? Bon, un joueur qui peut sortir du lot, mais il aurait pu le faire pendant le match. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'on n'a pas trouvé de bons joueurs. Il n'avait pas de cadre. Il n'a pas de cadre parce que tel que nous l'avons vu jouer cette équipe congolaise, je ne me vois pas. Il n'y a pas un cadre qui peut prendre, qui peut se dire que maintenant là, je vais renverser le jeu, par exemple, par rapport à ce qui se trouvait, ce qu'il y avait comme jeu sur le terrain. Donc, si on avait, Lingoya aurait dû nous le livrer et puis... Pas de carte, pas de préparation adéquate et le ministère a quelque part sa responsabilité parce que est-ce que les jeunes ont été motivés comme tels? Parlons des primes, parlons un peu de l'accompagnement. Déjà quitter Brazzaville et atteindre Algérie, il faut passer peut-être combien de jours? La presse, on ne sait pas, ils sont égarés à Tunis. C'est aussi cela l'accompagnement de l'équipe nationale qui peut entacher à la prestation des Diables Rouges. Je me plains. Quatrième pouvoir, et nous sommes toujours laissés au bord de la route. Voilà quand une nation va pour le CHAN, c'était l'unique nation qui n'a pas présenté sa presse au départ ou encore au coup d'envoi de la compétition. Il n'y a pas eu la presse congolaise avant match. Bon, ça encore, on doit se demander pourquoi ça, mon Dieu?
Pourquoi ça? Est-ce qu'il manquait des moyens? Et c'est peut-être pas la raison fondamentale pour laquelle on va justifier l'échec des Diables Rouges. À l'heure où nous parlons, j'apprends que l'équipe des reporters de Télé Congo est arrivée à Alger. Bon, maintenant, si le travail tel qu'attendu n'est pas fait, ça, il faut demander aux reporters qui sont arrivés, est-ce qu'ils ont eu tous les moyens nécessaires pour faire leur travail? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais oui, mais les coulisses des Diables Rouges, qu'est-ce qui se passe en dehors de ce que nous voyons? Ce sont ces reporters qui étaient censés quand même dire au pays que se passe-t-il. Dans la place, au moins, de ces reporters, en fait, ils occupent une place de choix. Ce sont des reportages difficiles à l'heure où nous parlons parce qu'effectivement, c'est une émission d'État. Bon, si c'est une émission d'État qui n'était pas bien organisée, le reporter n'a pas peur de dire que si les jeunes n'ont pas montré le meilleur visage, c'est parce que, alors on peut craindre ce qui pourrait peut-être arriver à ce reporter. Et donc, eux aussi, ils sont obligés de regarder, d'assister comme tout le monde. On sait que les jeunes en quittant ici n'avaient pas le meilleur mental. Ça, tout le monde peut le savoir. Mais alors, vous savez que pour livrer ces genres de preuves, il faut avoir d'abord une force mentale. Parce que c'est la force mentale qui détermine tout. Mais la profession en demande quand même. Absolument. Elle en demande, mais elle a des limites dans ce genre de jeux de cours. Parce qu'il faut craindre quand même pour sa vie aussi. Hein, Non, mais pour sa vie, moi je me dis, on a eu une carrière, mais la carrière peut se décoller à travers ces incidents comme ça. Ça veut dire que quand tu arrives, on a dit à dévoiler le bas qui blesse au niveau des Diables Rouges pour dire que l'État n'a pas fait son travail. Comme nous, à FM Sport, on le dit, on a des preuves que oui, les jeunes n'ont pas été accompagnés à 100%. Bon, mais vous savez, c'est des reporters qui évoluent dans les médias publics. Voilà, et les médias publics ont leur manière de traiter l'information. Ils ne savent qu'accompagner le gouvernement. Donc, c'est pas facile pour un reporter de prendre le courage et dire, bon, écoutez, si les jeunes n'ont pas bien joué, si vraiment le Congo est passé à côté de là, c'est parce que, non. On va relater les faits et non analyser les faits. Non, ils ne savent que, en fait, rapporter tout ce que nous voyons comme tout citoyen lambda. Mais l'œil du reporter est toujours particulier. Il dit, mais si ça n'a pas marché à ce stade, c'est parce que, mais comprenez les collègues, s'ils n'ont pas fait ce travail, il faut vraiment les pardonner. Surtout la chaîne publique. Louis Ernest, vous avez cet avis? Bon, ben écoutez, cet avis, oui, mais il y a des choses quand même à dire. Il y a des choses à dire. Et c'est vrai que nous faisons notre travail, mais quand on est dans des chaînes privées, oui, on peut faire notre travail, mais à la chaîne nationale, nous accompagnons l'État, et parce que l'État, c'est le pourvoyeur des moyens, l'État, c'est celui-là qui fait tout, et on doit accompagner l'État et le gouvernement. En tout cas, en matière de la profession, il ne faudrait pas aller trop loin de la frontière. Est-ce que le destin des Diables Rouges est compromis? Parce que le Niger est assez fort. Si jamais, entre guillemets, entre griffes, que le Niger puisse tenir en échec le Cameroun, que je ne pense pas aussi qu'il doit se laisser faire, on pourra peut-être espérer chercher à gagner le Niger, et puis après, on verra par rapport au goal à virage, et puis par rapport certainement au tirage au sort, s'il y aura tirage au sort, que l'équipe congolaise peut peut-être avoir une chance d'aller au deuxième tour. Sinon, c'est déjà fini là, tel que je vois. Sincèrement, de mon nœud de reporter, c'est terminé. C'est terminé pour le Congo. À moins qu'on fasse un coup de grâce qui peut peut-être provenir du ciel. Mais sinon... Mais si le Congo battait le Cameroun, on n'allait pas être là dans les calculs un peu ambigus. Tout à fait. Mais écoutez, ces calculs, on doit les faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est dans les hypothèses. La première hypothèse est celle de voir le MENA du Niger gagner, par exemple, les Lions indomptables du Cameroun. Et qu'à notre tour, lorsque nous allons affronter le MENA du Niger, le résultat, c'est celui de la victoire. Maintenant, la deuxième hypothèse, effectivement, comme a dit Ernest,
On est sur le goal à virage. On a perdu quand même par 1-0. Donc souhaitons que le MENA batte par exemple les Camerounais par un peu plus de 2 buts et que nous, à notre tour, on batte par exemple le Niger Par 2 buts. à plus de 3 buts par exemple sans en avoir encaissé un. Donc je me dis que le destin du Congo passe par la rencontre Cameroun-Niger. Est-ce possible que le Niger puisse renforcer la tendance? Bon, est-ce possible? En tout cas, le football, il se joue sur le terrain, mais aussi lorsqu'il se joue, le destin a déjà choisi son camp. Donc, on ne peut pas souhaiter, en tant pour l'amour patriotique, on peut se dire, souhaitons que le Niger batte le Cameroun pour que nous continuions la course. Nous sommes cette fois-ci au championnat national Elite Direct Ligue 1. Étoile du Congo donc, a tenu un échec assez léopard dans ses installations, 1 but partout. Le premier but a été marqué par le club, en fait, le club mythique de Dolisie, qui avait inscrit son premier but, mais sans compter sur les attaquants stéliens qui ont répondu quand même présents sur le sol d'Olisie. Et donc ils ont ramené les deux équipes à l'égalité et jusqu'à la fin de la rencontre, c'était un score d'1 but partout et c'est ce qui a sanctionné donc le score de la rencontre. Les Fauves du Niari contre les Stéliens, Martin Vaux, vous avez été quand même satisfait pour le résultat. On avait dit l'Étoile du Congo n'arrive pas jusqu'alors à battre les Fauves du Niari. Non, personnellement, ce n'est pas un score qui m'arrange parce que je voyais Étoile du Congo battre AC Leopards dans ses propres installations, même si aujourd'hui on continue d'ériger ces mythes selon lesquels c'est des citadelles imprenables, on ne peut pas battre par exemple AC Leopards dans ses propres installations autour, par exemple à Ouando, mais cela y a déjà arrivé. GST a battu d'ailleurs autour à Ouando. Voilà une raison de plus. Donc Étoile du Congo avait cette mission d'aller arracher les 3 points à Dolisie. Parce que aujourd'hui, quand je vois la position par exemple de AC Leopards au tableau, c'est pas une position aussi confortable. Donc AC Leopards n'est pas au meilleur de sa forme. Étoile du Congo aurait pu profiter de cette situation pour occuper la meilleure place au classement. Malheureusement pour lui, un match nul avec 21 points, c'est pas tout à fait gai, mais le point du match nul, c'est vrai, c'est un résultat encourageant, mais j'aurais souhaité qu'il fasse mieux. Étoile du Congo, AC Leopards, nous allons en profiter pour parler un peu de la qualité de notre championnat national. Luis Ernest Bakala, quelle lecture faites-vous sur ce championnat national qu'on voit aujourd'hui? Les jeunes locaux sont quelque part en Algérie, leurs prestations, ça reflète l'image du championnat national. Oui, je pense bien, parce que le championnat national, parlons-en. Mais les joueurs aujourd'hui, on ne sait plus, parce que dans le temps, on aurait dû avoir les classements des équipes du gardien jusqu'en attaque. Dans le temps, les années 80, vous pouvez savoir que au numéro 1, ce serait un Bitemo. Au numéro 2, à l'axe, vous aurez ceci à Diable Noir ou à l'Étoile du Congo. Vous avez au Sébi et puis Ngatsono et autres dans l'axe central. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette ferveur-là. Pourquoi? Parce que c'est la qualité également des joueurs que nous avons. Les joueurs ne se surpassent plus, les joueurs ne se donnent plus, les joueurs n'ont plus l'engouement, les joueurs n'ont plus la grinta, comme on le disait dans le temps. Mais ça ne peut que se faire voir. On dit au sport, on ne triche pas. Est-ce que ces enfants ou ces joueurs prennent bien au sérieux leur travail qu'ils ont eu pour d'aucuns dire qu'ils ont maintenant, ça c'est devenu leur profession? C'est la grande question. Est-ce que ces joueurs se disent que moi, je joue pour moi d'abord et le reste après? Il se colle déjà au plafond. Et tu verras, quand un joueur, quand il commence à monter un peu, c'est maintenant les épaules qu'il monte, il devient maintenant impoli, il devient crétin. Bon, est-ce que c'est ça? Je ne pense pas. L'argent avec le football, le peu que l'on reçoit, et ça fait... Donc, maintenant, les joueurs ils ne reçoivent pas le peu, mais ils reçoivent beaucoup, mais pour rien faire. Ils reçoivent beaucoup pour rien faire. Martin Vaux, vous êtes de cet avis avec Luz qui, de ce point de vue,
oui, il a toutefois raison sur la qualité du champion national. Est-ce qu'il y a d'autres points évoqués? Oui, mais en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet avis parce que c'est une question qui revient souvent. Qualité du spectacle, qualité des joueurs. Mais pourquoi vous ne pouvez pas dire que ça peut être aussi le résultat d'une époque? Je prends le cas, par exemple, le Brésil a perdu le roi Pelé. Le Brésil n'aura plus un roi Pelé dans peut-être 20-30 ans. C'est le résultat d'une époque. On peut encore remonter peut-être de 20 ans sur 30 ans pour voir qu'effectivement notre championnat était d'un niveau acceptable et les joueurs qui prestaient avaient quand même une certaine aura internationale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et c'est peut-être pas le seul cas du Congo. Cela est visible dans d'autres championnats, on déplore. Mais quelle est finalement la solution miracle? C'est cela. La solution miracle ne viendra pas d'ailleurs. La solution miracle viendrait d'abord, des politiques mises en place. Comment se font par exemple les recrutements aujourd'hui? Comment sont entraînés ces joueurs-là? Est-ce que c'est des entraîneurs de haut niveau qui voient d'abord que je peux changer le profil de ce joueur pour l'adapter à un poste où il pourra encore bien jouer? Est-ce que pour élever le niveau du champion national, il faut miser sur l'expertise locale? Absolument. Absolument. Pourquoi ne pas compter sur l'expertise locale? Ils sont là, c'est des jeunes gens qu'il faut encourager. Parce que vous savez, l'expertise étrangère coûte tellement cher. Elle est onéreuse et il faut valoriser ceux qui sont au service de votre nation, du football de votre nation. Les Elie Ngoya, les Cyril Longa, les Naniti Lanu et autres. Mais ce ne sont pas des pieds entraîneurs. Mais il faut voir comment ils sont traités et dans quelles conditions ils travaillent. Fabricio qui est allé au Cameroun nous a vanté ici, bon, j'ai une bonne équipe, il a eu des moyens. Mais la première sortie, c'est une défaite sévère, 2-0. Et voilà, ça, on n'en parle pas. Parce que c'est un expatrié. Ça aurait été un local, non, il ne vaut rien, voilà, c'est quelqu'un. Donc nous devrions... Et souvent, ils acceptent de diriger nos équipes nationales avec les maigres moyens. Voilà, avec des maigres moyens. Mais ça, le problème, ce cas Fabricio et Paul Put, c'est des cas exceptionnels au Congo. Parce que vous verrez que les expatriés, quand ils arrivent au Congo, c'est des anges, des connaisseurs. Alors que c'est vraiment l'image du pays pour dire que nous sommes bien. Non. Alors qu'avoir même ces diplômes cadres, ces expatriés, parfois ça n'a rien à voir avec ceux qui sont sur place. Sinon, comment comprendre un Elie Ngoya? Paul Put est plus élevé que Elie Ngoya, alors que voyons sur papier, sur terrain, Elie Ngoya est plus de diplômes, est mieux que Paul Put. Mais diable, qu'est-ce qui fait que Paul Put ait cette aura-là? Nous allons parler et nous n'en cesserons pas. Il faudrait miser sur l'expertise locale. Parce que déjà, entre nous, il y a de la confiance. Entre nous, on connaît X et Y. Moi, je me souviens, à l'époque, il y a Pierre Lechantre qui demandait à un des chargés de la communication de la FECOFOOT, mais tel joueur joue sur tel poste. Il joue comment? Mais comment je vais le placer? Il demande à un chargé de la communication. Voilà encore ce qui s'est passé. Voilà encore ce qui est plus flagrant. Un entraîneur qui ne connaît pas ses joueurs, alors qu'il entraîne à court des millions. Et vous verrez que nos gars, nos entraîneurs congolais, n'ont même pas un déplacement. Ils n'ont même pas, à la fin du mois, c'est même pas le 5e du salaire de l'expatrié. Et parfois, c'est rien. Mais vous allez, prenons le cas des U17 et les U20, ou encore les U23, comment on les traite? Les U17, c'est des anges. Fabricio a eu tout ce qu'il fallait. Alors, à contrario, Elie Ngoya n'a rien eu. La cérémonie de signature de contrat, c'est du ressort du ministère des Sports. Je dis l'État qui signe, qui donne son aval à l'équipe A quand on a déjà un Elie Ngoya pour les locaux. Cela veut dire que le ministère pourra lui doter ses moyens. Lui doter ses moyens, comment? Déjà, il a la peau noire. C'est ça le problème. Ne faites pas cela, ne dites pas cela. Parce qu'il a la peau noire. Mais vous verrez, mais Paul Put est arrivé ici. Il roule carrosse, s'il vous plaît. Il a une VX et il a une villa qui est payée après peut-être de 10 millions ou je ne sais pas combien. Au micro de FM Sport, le ministère des Sports veut doter Elie Ngoya
non seulement Elingoya, tous les cadres nationaux, le ministère des Sports, pour le chapeau à ce que vous faites, améliorer, c'est ce que nous disons et nous cesserons de le dire sur FM Sport. Martin Go. Oui, mais vous insistez sur Elingoya alors que son avenir à l'équipe nationale aujourd'hui est entre parenthèses. Ça, il ne faut pas qu'on se décache. Au retour d'Alger, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va décider sur Elingoya. Ah ben voilà encore la grande question, parce que Elingoya part d'ici, il avait une mission. Ben, la mission, est-ce qu'il avait les moyens? Même si devant nous, il avait dit qu'il avait les moyens, mais nous qui avons eu à le côtoyer, à le voir, il n'y avait pas de moyens. Mais il a dit que c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Mais en réalité, on a vu comment il s'est entraîné ici, les enfants, les joueurs, comment ils se sont entraînés. Et le départ, comment ça s'est effectué, l'arrivée jusqu'à en Tunis, avant de relier l'Algérie, comment ça s'est effectué. Donc, quelque part, Elingoya a été comme piégé. C'est comme quelqu'un, nous, au village, on dit, on a donné la souris, mais on a tenu la queue. Mais je crains qu'au retour d'Alger, ils tiennent encore un discours contraire à celui qui avait tenu peu avant d'aller en Algérie. Je crains qu'ils disent encore que si je n'ai pas pu réussir, c'est par manque de moyens. Mais c'est normal parce que il est connu de tous qu'il faut un moyen pour atteindre l'idéal. Donc, le lendemain... Ce discours martial contre les joueurs qui commençaient à revendiquer leur argent. S'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas lui qui est pouvoir des moyens. Ce n'est pas lui qui doit mettre la pression. Et tout ce que Elingoya pourra dire aux joueurs ou dire à l'État, ce n'est que moindre pour faire en sorte que l'État décide et leur donne les moyens. D'abord, le problème est profond. On ne va pas s'atteler là ou marteler là parce qu'il avait dit que non, il faudrait qu'il y ait des primes ou non, personne n'en réclame. C'est passé. De toute façon, qu'il y en avait ou pas, le camion nous a déjà battus. Ce qui est là, est-ce que le lendemain de Elingoya promet ou bien sera meilleur à son retour? Est-ce que sera limogé? C'est ça même le terme. Je pense que limoger un monsieur comme Elingoya, ce serait pas normal parce que il se donne quand même de la peine à faire ce qu'il est en train de faire, surtout parce qu'il n'est pas payé au même pied que les expatriés. Les expatriés ont des primes de logement, des primes de déplacement, des primes de nutrition, des primes, mais à Elingoya, même son salaire, je ne pense pas que ça atteigne même le quart de l'expatrié. Et encore, même pas ça, est-ce qu'il est payé comme il se doit? Non. Oui, alors, mais c'est vrai, mais nous n'avons pas jusqu'ici les clauses du contrat qu'il y a Elingoya au ministère des Sports. Ça, c'est un aspect très important que nous devrions chercher à connaître. Sauf que les expatriés que nous, ici, nous tirons à boulet rouge, ils sont clairs dans leurs propos. Moi, mon contrat, c'est de A à Z. Mais l'expertise locale n'en dévoile pas aussi. C'est ça aussi un vice. Parce qu'on ne peut pas parler au-delà si vous ne nous donnez pas ces informations-là. Voilà une raison de plus. Donc, si avec le ministère, ils avaient signé un contrat d'objectif, alors le premier objectif, il est déjà raté, si c'était la CAN. Bon, il a misé sur les demi-finales qu'on ne doit peut-être pas atteindre. Là aussi, c'est déjà passé. Et donc, au retour d'Alger, je ne sais pas quel discours Elingoya va nous tenir. Mais je pense qu'il a des mesures atténuantes de clémence, à Elingoya. Hein. Et il y en a qui ont fait pire que ça à l'équipe nationale. Hein. Mais Elingoya n'a pas eu les moyens, mais il a fait quand même ce qu'il a pu faire. Hein. Bon, mais par rapport à Gatsono, vous voyez que le parcours n'est pas le même. Bon, oui, par rapport à Gatsono a été plus... il est allé jusqu'en quart de finale. Mais voilà pourquoi on dit, est-ce que ça a été la même préparation? Est-ce que ça a été les mêmes motivations? Parce que ici, Gatsono a eu les moyens pour préparer son équipe. Et tout ce qu'il a demandé, sinon peut-être pas la totalité, au moins à un fort pourcentage, il en a reçu. Mais ici, Elingoya, il a certainement eu la malchance de venir au moment où le pays est traversé. Ben, il arrive au moment où, certainement, parce que non, la carrure de Gatsono et Elingoya, mais je pense que aujourd'hui là, s'il faut faire
une comparaison. Mais Elingoya, c'est vrai qu'il n'a pas eu les moyens, mais il a mouillé quand même le maillot. Et Gatsono en a eu, il a aussi mouillé le maillot. Donc, on ne peut pas négliger notre expertise nationale. On va y revenir. Sinon, comment comprendre que celui qui sort de l'Occident, quand il arrive, on met tout, mais il échoue. Quel est l'entraîneur qui a eu à avoir les résultats, peut-être excepté le roi? Qui a fait ce que le roi a fait? En tout cas, c'est du business. Ou sinon, avec Udonski, avec les jeunes. Et on sait comment aussi on est arrivé là. C'est parce qu'il y a eu une touche du président de la République. Donc vous souhaitez que Elingoya soit maintenu. Vous souhaitez le... Nous, on souhaite, moi je le dis, sans langue de bois, je souhaite que Elingoya soit maintenu et revoir un peu les préparations, revoir les différentes parties qui vont concourir à la meilleure forme des Diables Rouges. Sinon, moi je serais sans langue de bois. Que M. Elingoya démissionne parce que je ne me vois pas. Et lui arrive souvent, hein? Ça c'est pas. Non, mais qu'il ne démissionne pas, qu'il s'asseye. Il y a eu même les états généraux du football, mais qu'est-ce que ça a produit? C'est toujours d'échec en échec. Voilà aussi les états généraux, on en parle. C'est carrément purement politique. Nous voulons de la réalité sur la perception du public congolais sur le football congolais. Ce n'est pas parler des quatre murs, ce n'est pas être dans les gradins, ce n'est pas être seulement sur le terrain, ce n'est pas être technicien. Nous voyons. Du football au handball, nous allons parler cette fois-ci du trophée continental. Handball à Brazzaville, le Congo abrite le trophée continental en catégorie cadette et junior. Une belle entame, une belle édition qu'aujourd'hui on voit les furies du handball congolais en train d'inonder le gymnase Nicoloba. Ça fait beau. Malheureusement, l'inondation n'y est pas parce que nous n'avons pas vu d'affiche pour ce trophée et il ne sont pas de sensibilisation et le gymnase Nicoloba est pratiquement désert et ça il faut le dire. Il n'y a que le public rwandais qui est en train de venir au gymnase Nicoloba, mais le public congolais est absent au gymnase. Il faudra donc qu'on fasse des efforts pour pouvoir demander à ces férus du handball-là de rejoindre le temple du handball congolais. Une belle édition d'ailleurs avec la participation de 6 pays, Martin Vaux. Oui, les 6 pays qui se sont qualifiés au terme des tournois de leurs zones respectives. Donc c'est les champions de leur zone qui sont arrivés à Brazzaville et donc tournoi de Brazzaville au terme duquel il n'y aura que des équipes en junior et en cadet qui seront qualifiées pour le trophée mondial. C'est vraiment très difficile pour le Congo. Très difficile parce que dès l'entame de jeu, les Congolais croyaient peut-être être qualifiés pour avoir gagné par 23 buts d'écart l'équipe du Zimbabwe, mais c'était une illusion qu'ils ont faite. La deuxième rencontre a été très très fatale pour le Congo. Le Congo a été battu dans ses propres installations parce que le trophée se passe à Brazzaville et le Congo a été ratiboisé par l'équipe du Rwanda 34-32. Un match qui a été vraiment de grande envergure parce que nous avons eu de l'électricité dans l'air. Avec un cœur amoindri, Martin Vaux, l'écart a été vraiment très serré. La première partie, 17-16, on va à la deuxième partie, dès le retour des citrons, 17-17, après 19-19, 20-21, 23-23, l'écart était serré. Il faut dire que c'est des rencontres qui se jouent sur le moins des détails. Le Congo, les jeunes Congolais avaient cette ambition de gagner ce match. Malheureusement, les ratés, et comme toujours, les ratés les ont fait rater finalement cette rencontre. Et sans doute aussi, la suite leur paraît difficile aujourd'hui. Mais je vais encore rappeler un fait qui a précédé cette rencontre, parce que jusqu'à 14h, je me trouvais au gymnase de Wendy. Alors, j'apprends que les jeunes gens ont refusé de monter dans le bus qui devait les amener au gymnase, parce que c'était un bus de la Frigofoot, et qui dit Frigofoot aujourd'hui dit malédiction selon eux, et donc ils ont refusé comme ça de se faire transporter à bord de ce bus.
Mais ils n'ont pas emprunté ce moyen, on les a battus quand même. Mais malheureusement, effectivement, comme tu l'as dit, ils ont refusé ce moyen de la foot. Ils ont dû peut-être prendre un autre moyen, mais ils se sont fait battre. Vous voyez que les illusions, il faudrait psychologiquement, on doit dire aux jeunes joueurs congolais qu'il faudrait sortir de l'illusion. Il faut jouer. J'aime le mot employé sur ce plateau à chaque fois par Luis Ernest Bakala. On ne se trompe pas. Quand on connaît, on connaît. Quand il s'agit de bien jouer, et vous allez remporter de la victoire. Suivons un extrait du match entre le Congo et le Rwanda. C'était le combat des titans, et agrémenté par la communauté rwandaise à Brazzaville. Il fallait que la Fédération congolaise de handball puisse sensibiliser, mettre la sensibilisation, demander aux clubs de la place d'emmener leurs supporters. Il y a des Stéliens qui sont là, il y a les supporters d'Otoyo ou encore d'Assel ou encore le Kara qui devaient normalement venir soutenir les Diables Rouges, mais on ne les a pas vus. Est-ce que le message est passé? C'est la grande question. Mais plutôt du côté du Rwanda, du haut de leur chef, qui est donc l'ambassadeur, est arrivé au stade, et la communauté également est arrivée massivement au stade. Et vous avez vu, je pense qu'on pourra projeter les images que cette communauté qui est arrivée au stade a pu donner comme ferveur à son équipe pendant cette rencontre. Et les nôtres ont hué même sur eux parce qu'il n'y a eu pas trop de supporters, et ça encore c'est un problème. C'est peut-être ce qu'on ne peut pas dire parce qu'il n'y a pas eu le 12e homme ou encore le 8e homme au handball que le Congo a été battu, mais cela en fait, ça reflète quand même le visage de la rencontre. Le Congo a été battu au handball. Martin Vaux, le coach semblait être si prétentieux, si sûr de lui, mais cela lui a dépassé puisque le Rwanda a vraiment su gérer sa revanche. Le Rwanda a pris sa revanche et de manière aussi significative, de manière autoritaire, parce que battre le Congo sur ses propres installations, j'ai vu ces petits jouer lors du tournoi zonal, mais je me rends compte qu'il y a un réel changement de tactique. Il n'y a pas vraiment cette ferveur telle que je les ai constatées lors du tournoi zonal. En ce qui concerne l'ambiance, bon. Sur le volet des supporters, on va y revenir, Martin Vaux. Suivons d'abord l'élément du coach congolais, Régis Alain de Matondo. On ne s'attendait pas, mais je dirais aussi on s'attendait parce qu'on ne peut pas venir au sport sans savoir qu'il y a trois résultats. Il y a la défaite, la victoire et le nul. S'attendre à ce genre de match avec beaucoup de suspense, oui, mais il y a eu trop de déchets de notre part. Et le Rwanda ne fait qu'exploiter nos ratés, nos erreurs. On était très attentifs en défense et en attaque, on n'a pas mis assez de mouvement. Et raison pour laquelle le Rwanda a pris le dessus, ils étaient plus forts que nous. Parce qu'eux au moins, ils ont eu à concrétiser le maximum d'occasions qu'ils ont eu. L'état d'esprit
que les enfants ont eu sur le terrain qui m'a surpris. Tous les cas de figure, on les avait prévus ce matin à notre séance de briefing et d'entraînement. On savait que le Rwanda n'allait pas nous jouer une défense aplatie. On savait qu'il allait avoir une légère pointe du côté gauche, donc là où il y a l'arrière gauche. On le savait. Et on a mis le maximum de scénarios possibles pour qu'on passe. Certains sont passés, mais malheureusement, il n'y a pas eu de concrétisation face aux gardiens. Bon. Est-ce que c'est la pression? Je ne saurais le dire parce qu'il y a eu quand même une préparation psychologique aussi qui a été faite. Mais j'accepte la défaite et je la prends sur moi. Martin Vaux, sur l'élément du coach congolais Alain Régis de Matondo. C'est d'abord la réaction d'un coach qui a perdu un match, une défaite qu'il n'attendait pas à ce stade et qu'il justifie par des arguments pas tout à fait forts. Parce qu'il sait qu'il avait des ratés, mais il connaissait l'adversaire. Est-ce qu'il a préparé ses poulets en fonction de cet adversaire? Je ne pense pas. Parce que quand j'ai vu jouer le Rwanda, le premier match, c'était une prestation qui a épaté tout le monde. Donc, je me disais, les coachs devaient mettre les bouchées doubles pour dire cette rencontre, on doit forcément la gagner. Mais je n'ai vu ni la manière, je n'ai pas senti vraiment la hargne. Mais voilà, vous ratez au moins plus de 5 attaques. Même les 7 mètres. Handball, on ne peut pas prétendre gagner un match parce que la meilleure défense, comme on dit, c'est l'attaque et la meilleure attaque, c'est la défense. Mais vous partez, vous ratez les autres marques. Vous partez, vous ratez les autres marques qu'elles auraient pu être reçues. C'est bien cette défaite. Ici, c'est la défaite avec les Diables Rouges du Congo. Je suis avec Luis Ernest Bakala. Les raisons avancées par le coach Alain Régis, très surpris d'ailleurs de voir que le Rwanda lui a battu dans ses propres installations. Moi, je pense que le premier jour, quand le Rwanda a matché sa première rencontre, je l'avais dit. J'ai vu et j'ai prédit que cette équipe rwandaise devait faire tomber l'équipe congolaise. Renverser la tendance parce que, le Rwanda avait une motivation de telle que même celui qui n'était pas sur le terrain, sur le banc, jouait. Et vous voyez même le coach qui joue avec ces joueurs qui sont dans le stade. Excepté ça, la préparation a été très bien faite. Ils ont vu chaque adversaire, ils ont pu visionner les cassettes des adversaires. Et ils sont arrivés à temps à la compétition. Nous disons merci pour la délégation du Rwanda ici au Congo. Hier, l'ambassade est venue et nous a demandé qu'est-ce que vous voulez pour que nous puissions gagner le match. Et le gouvernement du Rwanda nous a supporté. On est venu ici 3 jours avant que le championnat ne commence. C'est ce qui nous a permis d'analyser le climat, d'analyser le terrain, de dire à nos frères qui sont ici au Congo de venir nous supporter. Vraiment, les supporters nous a facilité de gagner le match d'aujourd'hui. Nous disons merci pour eux. Pour le moment, le handball du Rwanda, vraiment, c'est bien. Pour le moins de 18 ans, on a eu la chance d'être le deuxième après l'Égypte. On ira en Croatie au mois de juillet. Pour la Coupe du Monde. C'est pour nous, au Rwanda, on a été contents. Et même le président de la République est venu pour nous supporter, disant merci. C'est la première fois que l'équipe du Rwanda gagne la chance, au handball gagne la chance d'aller dans la Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment, ça c'est bien pour le gouvernement du Rwanda et pour les Rwandais. Le plaisir était à nous de vous savoir nombreux à nous suivre. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications. Recevez nos salutations. Très sportissimo.